RRB, page spéciale, élection provinciale. Bonjour et bienvenue dans ce débat après la province des îles mardi dernier, après la province nord hier en direct de Koné. C'est à la province sud que nous consacrons ce midi ce débat dans le cadre des élections provinciales du 12 mai. Nous avions invité 4 personnes, elles sont 3 à être présentes dans ce studio. Le député Philippe Dunoyer pour la liste Calédonie Ensemble, bonjour. Bonjour. Et merci d'être présent. Gilles Brial pour la liste L'Avenir en Confiance, bonjour. Bonjour. Merci également de votre présence. Et Aloisio Sacco pour la liste FLNKS Sud, bonjour. Bonjour. Nous attendons Cyprien Kawa qui devait représenter la liste du Parti travailliste et qui a peut-être pris quelques retards. Ce sont les 4 listes qui sont en compétition pour les provinciales du 12 mai dans la province sud, sur les 11 au total. Nous avons donné la parole à chacune d'entre elles, mais pour la clarté des échanges, nous avons préféré organiser ce débat avec les représentants des partis représentés au Congrès et à la province sud, avec 3 thèmes essentiels: le bilan, la mandature, les propositions respectives des différentes listes et l'avenir institutionnel. Avec tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, une première question d'actualité, et je me tourne vers Philippe Dunoyer, Gilles Brial, les soutiens, puisque c'est ce qui fait l'actualité ces derniers jours. Et là, vous jouez à front renversé. L'Avenir en Confiance a le soutien de Sonia Lagarde. Calédonie Ensemble a le soutien de Gaël Liano. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces soutiens? Est-ce que ça vous a surpris les uns et les autres, ou est-ce que vous attendiez, vous, Philippe Dunoyer, recevoir le soutien de Gaël Liano? Je ne sais pas s'il est très très important que je dise si je m'y attendais ou non. On est très heureux d'avoir le soutien de Gaël Liano, qui a exercé les responsabilités qu'on sait, qui a tenu à s'exprimer, si j'ai bien entendu sur votre radio d'ailleurs, son interview en responsabilité et en gravité. Donc ce soutien est forcément le bienvenu. Je crois qu'il fait un choix qui effectivement peut ne pas sembler naturel, mais qui au fond, traversé par ses convictions républicaines et son attachement au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, a fait qu'il a choisi Calédonie Ensemble pour porter ce message-là et engager les discussions, on y viendra tout à l'heure, dans le cadre de la solution de sortie de l'accord de Nouméa. Et que Sonia Lagarde ait en revanche apporté son soutien à l'Avenir en Confiance, là non plus pas de surprise? C'est un choix qui est assez logique compte tenu des différentes déclarations et positions qui ont été les siennes ces dernières années. Gilles Brial. Moi, j'ai pas de surprise sur les soutiens. Mais vous savez, à l'Avenir en Confiance, on parle de renouvellement générationnel. Mais je pense qu'il faut également changer les méthodes. Le soutien de Gaël Liano aujourd'hui n'est une surprise pour personne. Il a été élu sans aucune légitimité président du Congrès grâce aux voix et uniquement grâce à Calédonie Ensemble. Il paye sa dette aujourd'hui. On se demandait à l'époque quel était le prix. Aujourd'hui, il a payé sa dette. Nous, le soutien, on ne l'achète pas, on préfère le gagner. Sonia Lagarde a clairement dit qu'elle nous soutenait parce qu'elle considère qu'on est les seuls à avoir un programme économique qui permet de sortir la Nouvelle-Calédonie dans la crise dans laquelle elle est. On est les seuls à avoir une position qui ne flanche pas, qui a toujours été très claire sur le maintien d'une Nouvelle-Calédonie dans la France. Donc moi, je préfère gagner un soutien comme celui-là. Et puis il y aura d'autres certainement soutiens qui s'afficheront dans les jours qui viennent. C'est une étape dans la campagne. Le soutien de Sonia Lagarde est important pour nous. Nous en sommes fiers. Et voilà, on continue notre campagne avec ces équipes aujourd'hui. Philippe Dunoyer. Oui, je regrette les propos méprisants de Gilles Brial à l'égard de M. Liano. Donc si je comprends bien, il y aurait les bons soutiens et les mauvais soutiens. C'est très insultant de dire que Gaël Liano se serait exprimé en fonction d'une dette qu'il aurait payée. C'est en tout cas oublier, je le dis à M. Brial, que nous étions tous d'accord pour que dans l'équilibre des institutions post-élection législative, Gaël Liano soit élu président du Congrès. Il l'oublie aujourd'hui, c'est son choix. De là à insulter le positionnement de Gaël Liano et du coup celui de Calédonie Ensemble, je trouve qu'il y a un pas qui n'aurait pas dû être franchi. Chacun reçoit ses soutiens, évidemment chacun est heureux de ses soutiens, peut-être malheureux des autres. Je peux comprendre qu'il soit un peu déçu que Gaël Liano... Ah non, je vous confirme que non, je suis pas déçu à ce niveau-là. À ce moment-là, il faut pas dégrader ou en tout cas insulter les propos des uns et des autres. J'ai pas tenu de propos amènes à l'égard de Madame Lagarde, je respecte tout à fait son positionnement, je vous demande de respecter celui de Monsieur Liano. Aloisio Sacco, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Vous avez réussi à faire une liste unitaire FLNKS dans la province sud. Ça a été difficile. Vous, il y a moins de divisions chez vous? Oh là, chez nous, c'est clair. Hein. Nous avons un projet. Ce projet a été porté par les FLNKS avec d'autres forces. Aujourd'hui, c'est la 5e mandature de l'accord de Nouméa. Eh bien, tous ceux qui ont porté avec nous le projet sont associés à nos listes, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Dans le sud, c'est unitaire. Dans le nord, nous avons dit c'est
démarche concertée entre nous. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. C'est, dans le nord, dans les îles, c'est s'adapter par rapport aux réalités du terrain. Par contre, dans le sud, c'est là où plus que jamais nous devons nous rassembler. Nous qui avons porté, le 4 novembre, le projet d'un État indépendant. Dans le sud, quels sont, en dehors de cet avenir institutionnel, quels sont les thèmes que vous portez et quel regard vous portez sur les 5 ans écoulés? Vous étiez élu à la province sud. Vous dressez un bilan plutôt critique ou plutôt positif de ce qui s'est passé ces 5 dernières années? Ça va, c'était pas trop mal parce que c'est élu contre 33 quand même, c'est pas facile. Mais nous avons adopté une nouvelle posture. C'est celle qui consiste à aller au contact, à aller au dialogue. Et en ce faisant, nous avons accompagné, nous avons donc dû rectifier. Et l'exécutif en place a dû nous écouter grâce à cette posture et nous sommes assez satisfaits compte tenu de notre taille. Puis c'est élu face à une opposition, quand même, à une majorité de 33. Hein. C'était pas évident. Gilles Brial, vous dressez quel bilan de cette mandature écoulée? C'est pas tant le bilan que moi je dresse, ce qui compte, c'est ce que vivent les Calédoniens. Le constat aujourd'hui, parce que je rappelle que l'élection du 12 mai, elle est particulière. C'est avec un bulletin de vote, on va élire les conseillers provinciaux, qui pour une partie vont siéger au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et qui vont élire le gouvernement. Donc avec un bulletin, on élit la province sud, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et sur le bilan global, on voit que les Calédoniens aujourd'hui, ils sont inquiets sur leur avenir. Il n'y a jamais eu autant d'insécurité qu'aujourd'hui. Une voiture qui est volée toutes les 6 heures, une agression toutes les 4 heures en Nouvelle-Calédonie. 1200, 1500 emplois qui ont été détruits ces 3 dernières années dans le secteur privé. Quand on fait le delta entre le nombre d'entreprises qui se créent et le nombre d'entreprises qui ferment, il y a 300 entreprises qui ferment par an. Donc la situation économique, sociale n'est pas bonne. Et l'avenir institutionnel, c'est vrai que le résultat du référendum, mais là on a tous une partie de responsabilité, parce que les indépendantistes ont fait une meilleure campagne que nous, les loyalistes, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Donc il y a une inquiétude chez les Calédoniens qui est liée à la politique menée ces dernières années, qu'il nous faut, avec nos propositions, relever un défi et remettre la Nouvelle-Calédonie, notamment au niveau économique, en état de marche. Une politique que vous défendez, bien sûr, Philippe Dunoyer, puisque vous étiez à l'exécutif de cette... votre parti était à l'exécutif de la province sud. Oui, alors si on veut parler d'un bilan province sud et peut-être plus généralement du Congrès, où nous n'étions pas tout seuls, puisqu'il y a de majorité nulle part, je le rappelle, et que chacun a dû voter, notamment mon voisin, Gilles Brial, qui a fait partie de l'exécutif intégralement pendant cette mandature et qui a voté, je crois, la quasi-totalité des délibérations, notamment des budgets, sauf le dernier. Donc qu'on dresse un bilan négatif, c'est le jeu de la campagne. Objectivement, politiquement déjà, le bilan de cette mandature, il est quand même très bon. Il faut se souvenir qu'on a entamé cette mandature avec un gros sujet qui était le sujet de la contestation du corps électoral provincial. On a clos politiquement, pour reprendre la formule, ce litige électoral. Nous sommes parvenus à organiser un référendum qui n'était pas gagné d'avance, avec les mêmes questions de corps électoral, la date, la question, les modalités. Nous sommes parvenus, alors certains d'entre nous seulement, mais je trouve qu'il ne faut pas galvauder ce texte-là, à signer une charte des valeurs et un bilan partagé de l'accord de Nouméa. Politiquement, moi j'attache de l'importance à ces 3 résultats. On peut aussi rappeler au plan environnemental le classement de la côte oubliée récemment, la création du parc naturel de la mer de Corail, la loi contre les plastiques par exemple. Au plan de l'éducation, il y a quand même le projet éducatif qui a été voté. Bien sûr, il n'est pas totalement encore en place, mais il a quand même été adopté. Il y a un schéma pour la transition énergétique qui a été voté. Il y a un début d'autonomie énergétique avec un objectif à 2025 d'atteindre tous les besoins des particuliers et des entreprises couverts par les énergies renouvelables. Au plan économique, je rappelle qu'on a quand même obtenu la prolongation de la défiscalisation jusqu'en 2025. Elle devait s'arrêter en 2018. C'est très important pour un grand nombre d'entreprises qui participent au projet qui sont défiscalisées. Au plan de la sécurité, il y a quand même 163 policiers et gendarmes supplémentaires, 5 brigades spécialisées, la perspective d'avoir donc la création d'un centre pénitentiaire dans le Nord. On a un bilan économique, je sais qu'on en reparlera tout à l'heure, mais l'instauration de la TGC voulue par tout le monde, votée par tout le monde au Congrès, qui était
censé générer une inflation, obligatoirement, comme dans tous les pays du monde où une TVA a été mise en place. Elle ne produit pas d'inflation un an après. Est-ce que ce bilan, dressé trop rapidement, est suffisant ? Non, mais on ne peut pas dire qu'il n'est que négatif. Ça, c'est de la caricature. On a contribué tous ensemble. M. Sacco le disait, à la province, et globalement, l'essentiel des délibérations et des lois sont quand même votées à l'unanimité. Il faut que les auditeurs le sachent. Pas toutes, bien sûr, pas toutes, mais collectivement, notre bilan n'est pas négligeable. Il reste encore des situations qui sont complexes. Et aujourd'hui, la situation, après avoir traversé une crise du nickel qui est historique, avec 3 usines qui ont réussi à survivre, ce qui était quand même pas donné. Et ça s'est pas fait non plus naturellement. Ça a d'abord été l'effort des industriels, l'effort des salariés, des sous-traitants, mais l'effort aussi des institutions. Par exemple, les 24 milliards de prêts obtenus de l'État pour la SLN sont pas arrivés par hasard. La garantie de l'État pour la construction de la centrale au gaz n'est pas arrivée par hasard non plus. Maintenant, on dit il y a des secteurs sur lesquels, bien sûr, la situation économique est complexe. Évidemment, le secteur du BTP en fait partie. Je veux juste dire que ce secteur-là, et on en fait beaucoup cas dans notre programme, fera l'objet d'une attention particulière et de propositions, mais dire au global que sur l'ensemble, c'est la catastrophe, on est à la limite de la crise, on n'est pas à la limite de la crise, on est dans la crise, à la limite du burn-out collectif, c'est exagéré. Le produit intérieur brut est passé de 910 milliards à 1010 milliards en 5 ans. Le nombre d'emplois est passé de 90 000 à 93 000 en 5 ans. Bien sûr, il y a des secteurs pour lesquels ça a été plus dur, où il y a eu des destructions, et d'autres où il y a eu des créations. Mais au global, notre bilan, on peut dire, et sans se jeter des fleurs, n'est pas du tout négligeable. Il faut maintenant s'orienter et aider les secteurs pour lesquels il y a des difficultés. Mais tout va bien. Enfin, j'ai l'impression... Non, pas tout va bien. J'ai pas dit que tout va bien, mais le bilan ne peut pas être que catastrophique. J'ai l'impression qu'on ne vit pas sur le même territoire. Alors c'est vrai qu'il y a des délibérations qu'on a votées ensemble, mais il y a des délibérations où on s'est opposé. Oui. Et c'est les délibérations, notamment dans le secteur économique, avec toutes les lois d'accompagnement de la TGC qui mettent à mal aujourd'hui le commerce en Nouvelle-Calédonie. C'est la non-prolongation de la défiscalisation de la RILI qui a permis de construire un certain nombre de logements en Nouvelle-Calédonie. Il y a une réalité sur le fait qu'il y a eu des destructions d'emplois ces dernières années, et quand un Calédonien perd son emploi, il perd sa capacité de nourrir et de loger sa famille. C'est pas des chiffres qu'on annonce, c'est des personnes qu'il y a derrière. Et il y a aujourd'hui, c'est pas un sentiment, l'insécurité, ce que vivent les Calédoniens aujourd'hui en matière d'insécurité, ça devient dramatique, et il y a un silence là-dessus des pouvoirs en place. Moi, j'entends que c'est un partage, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que Calédonie Ensemble est à la tête de la province de l'insécurité, monsieur du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est pas ce que je dis. Du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, du gouvernement, des principaux organismes, c'est-à-dire Arcalin, Enercal, et là-dedans, il n'y a pas de progrès. En tout cas, les Calédoniens n'ont pas l'impression qu'il y a un progrès quand ils font leurs courses. Et moi, je fais mes courses régulièrement, et je discute avec eux, les Calédoniens, je vous invite à le faire. Ils vous disent pas que la vie a baissé et qu'elle est plus facile en Nouvelle-Calédonie. Les conditions de vie de la Nouvelle-Calédonie se sont dégradées ces dernières années. Alors, Calédonie Ensemble, aujourd'hui, essaye de s'exonérer du bilan. J'ai l'impression de voir la fin de mandature de François Hollande qui a pas voulu porter son bilan, mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire que les conditions de vie se sont dégradées, les Calédoniens vivent moins bien aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Alors, tout n'est pas la faute de Calédonie Ensemble, je le reconnais, mais il y a un certain nombre de mesures importantes qui n'ont pas été bonnes pour la Nouvelle-Calédonie et dont les Calédoniens subissent aujourd'hui les conséquences. Alors, M. Sacco, vous vous situez où entre ces deux bilans ? Philippe Dunoyer nous dit que tout va plutôt bien, même si tout le bilan est présentable. Tout va pas bien, mais le bilan est présentable plutôt sur bien des secteurs. Le bilan est plutôt présentable. Oui. Gilles Brial nous dit que les choses vont pas très bien, même si Calédonie Ensemble n'est pas responsable de tout. Et le FLNKS dit quoi là-dedans ? Sur le plan économique, sur le plan de la sécurité. Nous avons voté pendant les 5 ans le budget de la province sud. Okay ? Donc on ne peut pas se dissocier de la politiques publiques qui ont été mises en place. Simplement, qu'il y a des secteurs qui, pour nous, ce sont des secteurs auxquels on s'y attache, c'est le logement. Et là, on voit qu'on fait du surplace. Il y a certes des progrès qui ont été faits, mais insuffisants pour résorber. Vous voyez, c'est 5000 personnes qui vivent dans des conditions de précarité à l'entrée de la ville de Nouméa. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Monsieur Chirac, quand il est venu ici, il avait dit à Monsieur Lafleur à l'époque, effacez-moi ça. Parce qu'on lui a fait visiter les squats des Coutiaux. Il a dit, Jacques, parce qu'on était dans son entourage, Jacques, il faut gommer ça.
Eh bien, nous sommes en 2019. Les squats sont toujours là. Et c'est ce que j'ai dit, moi. C'est dommage parce que nous avons 2 centres hospitaliers, qui est le Medipôle, et puis clinique de Nouville. Eh bien, à proximité, l'entourage et l'environnement de ces centres hospitaliers où on va se soigner, eh bien, c'est entouré de cabanes, quoi. Vous voyez les contrastes. Donc le logement a un bilan là, plutôt négatif. L'autre chose, là où on n'a pas fait de gros progrès parce qu'on est allé chercher des progrès ailleurs, notamment en métropole, ça concerne le problème d'insécurité. C'est parce qu'on n'a pas mis ce qu'il fallait pour la jeunesse. Nous disons, nous, parce que l'homme est au centre de nos préoccupations, de nos décisions. Et c'est ça qui fait un des points forts de notre projet éducatif qu'on portait. Eh bien, c'est de faire en sorte que s'il y a 100 gamins qui rentrent en 6e, eh bien, qu'on les retrouve 6 ans après, 80 bacheliers. Or, là, on voit bien que dans ces secteurs, il y a encore de l'échec. Pourquoi ? Parce que c'est 1400 gamins qui sortent du circuit scolaire chaque année sans diplôme. Où est-ce qu'on les retrouve ? Bien forcément, dans la délinquance. Regardez Nouville, le centre pénitentiaire, c'est 545, c'est le dernier chiffre. Eh bien, sur les 545 qui sont à Nouville, en prison, eh bien, il y a 87% qui sont sans diplôme. Et là, je pense que voilà 2 secteurs qui nous tiennent à cœur et qui posent problème pour les Calédoniens, puisque dernièrement, nous avons voté une enveloppe de 100 millions pour les petits commerçants pour se protéger en mettant des caméras ou en mettant des blocs de ciment à l'entrée de magasins. Et sur les questions de pouvoir d'achat, d'emploi, quel bilan vous estimez ? Alors, évidemment, sur l'emploi, sur le secteur BTP, il y a de l'activité, il y a des investissements, sauf que ce secteur n'est pas réglementé. C'est la jungle. Regardez les gens qui travaillent au noir. C'est un secteur où, là, c'est au plus fort. Et vous avez les petits gens pour avoir 2 sous. Eh bien, ils se démènent. Mais ce sont des gens qui travaillent plus de 12 heures par jour et qui, à 50 ans, vont devenir des handicapés pour notre société. Parce que c'est quand même un secteur qui est qualifié de travaux pénibles. Et donc là, il y a matière à réglementer pour la sous-traitance, pour qu'enfin on va arriver à des prix corrects, pour que enfin l'enveloppe qui est consacrée à l'habitat social, eh bien, soit mieux utilisée pour résorber cet habitat précaire et en tout cas ces squats qui contrastent avec tous les restes de la ville de Nouméa. J'ai toujours dit, moi, que cette ville de Nouméa a 2 facettes. L'entrée, c'est Burkina Faso. Le reste, c'est Joine-le-Bain. On est bien dans une société inégalitaire. Il y a un tel contraste entre ceux qui possèdent et ceux qui n'ont pas. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est ça aussi qui est un élément qu'il faut prendre en compte. Eh bien, dans la on va paix, laisser Philippe Dunoyer et Gilles Brial s'exprimer aussi. Dans sur la ces paix questions de logement, vous avez des... Il faut avoir les moyens. Pour porter une politique sociale, il faut avoir les moyens de le faire. Et un point qu'on ne partage pas tous les 3 autour de la table, c'est cette clé de répartition qui devient injuste aujourd'hui pour les habitants de la province sud et pour leur collectivité, que ce soit la province ou les communes de l'agglo. C'est-à-dire que tout ça, c'est des politiques qui coûtent beaucoup d'argent, que ce soit le social en matière de santé ou en matière de production de logements et d'amélioration de logements. Aujourd'hui, la province sud n'a clairement pas les moyens de le faire. Pourquoi ? Parce que pour exercer la même compétence, cette clé de répartition qui a été mise en place en 89, quand 64% de la population habitait dans le sud, aujourd'hui, il y a 76% de la population qui habite dans le sud. Donc, elle avait un objectif, c'est d'augmenter, de dynamiser les économies dans les provinces, mais également de fixer les populations. Cet objectif n'a pas été atteint. Je ne dis pas que le rééquilibrage n'est pas nécessaire. Il est encore nécessaire aujourd'hui, mais la population a migré vers Nouméa et il faut en prendre compte. Et aujourd'hui, nos collectivités dans le sud n'ont pas les moyens de porter cette politique. C'est pour ça qu'il faut remettre sur la table le sujet de la clé de répartition, chose que Calédonie Ensemble dit
dit qu'ils sont contre, les indépendantistes sont contre aujourd'hui, mais pourtant il faut en parler, c'est-à-dire dialoguer entre loyalistes et indépendantistes, ce n'est pas parler que des sujets qui plaisent, mais c'est également parler des sujets de désaccord. Et aujourd'hui, ceux qui subissent la clé de répartition, ce sont ceux qui sont le plus en difficulté en province sud. Et le plus souvent, c'est les populations océaniennes, c'est-à-dire les Kanaks et les Wallisiens et Futuniens. On n'a pas les moyens parce qu'on ne peut pas, parce que certains n'ont pas le courage de mettre ce sujet sur la table. Philippe Denoyer, c'est une réalité que les collectivités du Sud n'ont pas les moyens suffisants. Ce problème de la clé de répartition, vous pensez qu'il faut y toucher ou non ? On est déjà dans l'avenir institutionnel ou on est toujours sur le bilan ? Le sujet a été abordé pour l'information de M. Brial, mais qui le sait, qui fait semblant de l'oublier. Il a été abordé non seulement par nous, mais par l'ensemble des partis politiques, par l'ensemble des formations politiques, lorsque, il y a 2 ans et demi, nous nous préparions sous l'impulsion du chef de l'État, enfin en tout cas du Premier ministre, à rédiger cette charte des valeurs. Nous avions eu un certain nombre de questions qui étaient posées, je ne vous ai pas interrompu, M. Brial, nous avions eu un certain nombre de questions qui étaient posées par des experts de l'État, notamment celle-ci. Et je me souviens parfaitement que sur le principe, non seulement personne n'éludait la question, mais tout le monde était d'accord pour la reposer au centre du débat. J'observe aussi que dans le Nord, les 2 listes non indépendantistes tiennent les mêmes discours sur l'absolue nécessité de poursuivre le rééquilibrage, et donc aborde la question de la répartition des recettes en disant il faut trouver une solution qui n'handicape pas la province Nord, en l'occurrence dans mon exemple, et la province des îles non plus, puisque ces 2 provinces sont effectivement toujours dans un besoin de rééquilibrage. Et j'observe enfin que, s'agissant de ce rééquilibrage, aujourd'hui, M. Brial est prudent, mais à d'autres occasions, lui ou Mme Baquès, sa tête de liste, avait tenu des propos beaucoup plus secs à l'égard du rééquilibrage, qui semblaient tout d'un coup inutiles, juste après le référendum, puisque le résultat n'était pas à la hauteur de leurs espérances. Aux propos qui sont tenus aujourd'hui. Oui, mais c'est ma réponse. Vous me posez une question, donc c'est ma réponse. La question de la clé de répartition, voilà, la clé de répartition, on y touche ou on n'y touche pas. Comme la question du corps électoral, comme la question de l'organisation des institutions, comme la question de la répartition des compétences, comme l'ensemble des questions qu'il faut que nous nous posions, ça fait exactement, précisément l'objet de la proposition institutionnelle qu'on formule dans le cadre de cette campagne, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une 3e partie, donc je vais peut-être pas être trop long là-dessus, pour que justement l'ensemble de ces questions soient posées au même moment à l'ensemble des partenaires politiques pour que nous trouvions, ce qui est notre responsabilité, la sortie de l'accord de Nouméa. Alors je m'inscris en faux là-dessus, c'est-à-dire que au G10 et à la préparation du comité des signataires, Philippe Gomes s'est opposé à la discussion, à ouvrir les discussions autour de la clé de répartition. Et Gérard Poadja, sur votre antenne, sur ce même plateau hier à midi, a dit qu'il n'est pas question de toucher la clé de répartition. Moi, je dis, on est pour... non plus. Non, c'est pas ce qu'il dit. Acide Ponga a dit qu'il faut maintenir le principe du rééquilibrage. Mais c'est pas la même chose. En touchant la clé de répartition, on ne sait pas ce qu'il a dit. Non. Je comprends quelle est la réalité des populations du Nord par rapport à ça, comme la population des îles d'ailleurs. Vous dites qu'il ne faut pas modifier la clé de répartition. Mais attendez. Non, pas du tout. Les milliards. Pas dire ce qu'on dit pas. Mais si, c'est ce qui a été dit par Gérard Poadja sur votre antenne hier. Et juste peut-être vous n'étiez pas au comité des signataires avant ce comité-là. Mais non, mais vous dites des choses qui ne sont pas vraies. J'étais à la préparation du comité des signataires. Oui, mais avant celui-là, M. Brial a refusé d'inscrire ça à l'ordre. Pendant la discussion sur la charte des valeurs. Pendant la discussion sur la charte des valeurs. On en parlera. Dans la charte des valeurs, ça ne fait pas partie des sujets qui devaient être abordés. On en parlera à la charte des valeurs. Moi, je voudrais juste dire une chose sur le rééquilibrage. Il est utile le rééquilibrage, mais est-ce qu'aujourd'hui 90% des impôts sont prélevés par les contribuables, que ce soit particuliers ou entreprises du Sud. Est-ce qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est de financer la province Nord, qui va financer l'ancienne Sophie Nord, un cadre à venir, qui a aujourd'hui des hôtels sur Nouméa, c'est le cas du Beau-Rivage, mais c'est également le cas du Cerf Novotel. Est-ce que notre rôle, c'est de financer la construction d'une tour de 115 mètres à Lansvata, qui est sur du foncier provincial? Est-ce que notre rôle, c'est que les contribuables du Sud doivent payer pour le Nord, pour que le Nord achète des boulangeries dans le Sud? Est-ce que c'est ça la logique de la clé de répartition? Moi, je dis pas que c'est pas un bon projet. C'est la clé de répartition. La clé de répartition, le rééquilibrage, il est fait là pour développer la province Nord. Aujourd'hui, la province Nord utilise 6 milliards qui ont été déversés en partie pour venir investir dans le Sud. Si c'est pour faire investir dans le Sud, autant que ce soit le Sud qui le fasse avec l'argent des contribuables du Sud et qu'on choisisse nous-mêmes nos secteurs de développement. Alors, excusez-moi, je suis contre une politique des provinces contre les provinces. Si on se met à élaborer des politiques provinciales les unes contre les autres, alors là c'est sûr, je crains le pire pour le développement de la Nouvelle-Calédonie. Ces sujets-là sont des sujets territoriaux. Il ne faut pas aller par là, parce qu'on va aller vers la partition, et nous, on n'en veut pas. Pour revenir aux clés de répartition, ça, il ne faut pas toucher.
c'est dans le marbre, on n'y touche pas. Est-ce que le rééquilibrage, il est fait ou il n'est pas fait? Il est en train de se faire, mais il n'est pas arrivé au terme du rééquilibrage. Donc, continuons donc à maintenir les clés. Mais ce que je veux dire... Donc le social pour le Sud, on fait rien. On fait rien pour les habitants du Sud. Je vais vous dire. Dans la période de 2009 ou 2013, la période de vache grasse, où là, le cours du nickel était au pic, qu'est-ce que nous avons fait, nous, de notre cagnotte? Regardez, une passerelle où il y a 4 passants qui passent à 260 millions. On a fait un pont là, au Majorco, où il y a 15 voitures qui passent le matin et une trentaine l'après-midi. Voilà ce que nous avons fait de la cagnotte en période de vache grasse. Nos 2 provinces qui sont là pour construire un pays, un État, ont emmagasiné pendant cette période. Et ainsi, ils ont pu traverser cette période morose, des crises, on va dire. On est la Calédonie est dans la crise. Eh bien, ils ont pu traverser tant bien que mal que le Nord ou les îles, parce qu'ils ont su, en période de vache grasse, épargner. Nous, on a joué à la cigale. Et aussitôt après, eh bien, quand la crise est arrivée, on a tiré sur le sonnette d'alarme. Il faut changer la clé de répartition. Nous sommes en train de boire la tasse parce que toutes les misères du Nord et des îles sont dans le Sud. Mais enfin, messieurs, soyez honnêtes entre nous. Est-ce qu'il y a 40 000 qui sont rentrés dans le pays en 30 ans? Ça aussi, il faut prendre en compte. Parce que ça vient gonfler. Est-ce que c'est ces personnes-là ça vient que prendre la vous place retrouvez des dans les squats? Calédoniens. Les Calédoniens sont aussi, qu'on a voulu les mettre au centre des dispositifs, en le formant, à ce qu'ils soient partie prenante dans cette société calédonienne. Eh bien, ils continuent à rester à la périphérie de notre société parce qu'on a fait venir 40 000. Et les 40 000, ils sont où? Ils roulent en 4x4, ils sont dans les secteurs privés, dans l'administration. Ils ont pris la place des Calédoniens. Savez-vous combien on va laisser répondre. Calédoniens... Je vais terminer parce que c'est mon message. Savez-vous, lorsque nous sommes allés visiter les 2 associations à la maison de la Nouvelle-Calédonie en France en 2017, c'est moi qui ai fait la coutume avec un petit caldoche. Nous avons fait la coutume à la demande de M. Poidja et de M. Goa. Eh bien, c'est là qu'on va apprendre. 3000 jeunes Calédoniens diplômés sont là-bas. Et ils sont en attente de rentrer au pays. Or, ils ne peuvent pas. Les places sont prises. Nous, notre responsabilité, elle est où? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer de la richesse, aménager le pays, pour qu'il soit, vous dites, vous, la vitrine de la France dans cette région du Pacifique? Ok, je suis d'accord. Mais si c'est pour faire Burkina Faso et Jean-le-Bain, j'ai dit non. Il faut corriger et changer cette société égalitaire. Quant aux clés de répartition, Nouméa a été construit en 160 ans, au détriment du Nord et des îles. Et vous voulez, en 30 ans, que le Nord devienne le Sud et les îles deviennent... Alors qu'ils ont été délaissés pendant tous ces temps. C'est pour vous dire, les rattrapages, parce que le procès qu'on fait aux gens du Nord et aux gens des îles, qu'avez-vous fait de cet argent? Eh bien, aujourd'hui, au niveau de l'aménagement, au niveau des infrastructures, au niveau des équipements, enfin, c'est agréable d'aller aux îles. Nous avons des bateaux qui viennent. Bon, c'est bon. Votre message, on l'a bien compris. Mais attends, il faut aussi que... Attendez, parce que là, on est en train de faire des procès. Oui, mais il faut que vos interlocuteurs répondent. Sinon, c'est pas un débat. Non, mais on est en train de faire des procès sur la répondre. manière dont la clé de répartition a été due. C'est leur position, ils peuvent quand même la défendre. Parce que le rééquilibrage n'a pas été jusqu'à chacun peut défendre sa position. C'est pas une question de rééquilibrage. Vous parlez de 40 000 personnes qui sont venues en Nouvelle-Calédonie. Ces 40 000 personnes, c'est pas elles que vous retrouvez dans les squats, c'est pas elles que vous retrouvez à l'aide médicale. Ils ont occupé la place de ceux qui doivent
Allez, Pour la- ça Ah bah laissez oui. parler Mais non, vos monsieur Sarko, interlocuteurs. pour sinon une ce partie sera d'entre pas. eux, ils viennent Ils ont occupé la développer. place dans l'administration. Ils ont occupé les places Pour une partie d'entre eux, ils dans viennent les développer sociétés. la Nouvelle-Calédonie. Eh ben oui. Mais Au détriment des Calédoniens. c'est la différence entre notre projet de société, qui est un projet ouvert sur le monde, et le vôtre qui se referme sur lui-même. Et je vous le redis, Pour calédoniser. la clé de répartition, elle appauvrit les populations du Sud et elle rend plus malheureux ceux qui sont en difficulté aujourd'hui. Et tant que vous ne voudrez pas faire un geste là-dessus, je vous dis pas de la supprimer, la clé de répartition, je dis de revenir à l'équilibre qui était le cas en 89. Quand en 89, elle a été mise en place, il y avait, je le redis, 64% de la population de Nouvelle-Calédonie qui vivait en province Sud. Monsieur Aujourd'hui, Bray, c'est je vais vous 76. couper- Je suis pas Monsieur Blay, c'est Monsieur Brial, même si on est du même groupe. Je Mais vais pas. tant que vous ne prendrez pas ça en compte. Non, Ce n'est pas des bêtises, c'est une Sako, réalité. laissez répondre à vos interlocuteurs. C'est une réalité. Donc, tant Il y a qu'on ne Philippe modifiera Denoyer pas qui ça, prend la on On ne parole. peut n'aura pas couper pas le les pays moyens. en trois. La Calédonie, c'est un seul pays, du nord aux îles. Bon, Laissez les gens circuler librement. Allez, Sako, on a bien N'interdisez pas compris aux votre gens. message. Non, Maintenant, je c'est les interdis pas. c'est Philippe Denoyer qui va Nous s'exprimer. l'avons construit ensemble, nous-mêmes. Ensemble, je vous entends. peut-être vous Pourquoi laisser. maintenant vous allez refuser aux gens du Nord et aux gens des îles d'y venir? C'est Philippe Denoyer qui a, Merci. c'est Philippe Denoyer qui a la Merci, parole. C'est là. gentil, merci Madame Noir. Ce à quoi on assiste là maintenant, c'est précisément ce qu'on souhaite éviter. C'est exactement ça qu'on souhaite éviter. C'est-à-dire les invectives, et je le regrette, de part et d'autre, des postures fermées, des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Je pense par exemple à la comparaison entre les personnes qui sont exclues du corps électoral et la situation sociale de la Nouvelle-Calédonie. La province Nord et Île contre la province Sud. C'est précisément ça qu'il faut combattre. On a une responsabilité, c'est de construire un pays ensemble. Que l'ensemble des réalités des trois provinces, toutes les trois différentes, soient intégrées, c'est une obligation. Que la situation soit toujours complexe. Il n'y a pas une situation avec une province euphorique et une autre province dans une situation catastrophique. Il y a 17% des Calédoniens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. J'ai pas compris qu'ils n'étaient que dans une seule province. Donc parler, pour reprendre l'image de M. Sako du Burkina Faso de manière très caricaturale, même s'il vise une situation particulière, moi je trouve qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. De l'autre côté, dire que de toute façon, ça sert à rien de donner de l'argent à une province parce qu'elle va investir dans la province sud, c'est aussi une manière très caricaturale, sans chiffre à l'appui d'ailleurs, ou d'ailleurs, pas bonne nouvelle pour le BTP puisqu'il ne faut pas construire des tours avec de l'argent du rééquilibrage, c'est une mauvaise manière de présenter les choses. On est tenu aujourd'hui de faire mieux que ce qu'on a fait. Vous disiez, on est toujours sur la première partie du bilan, Madame Noir. Voilà ce qu'on arrive à produire, en oubliant ce par quoi nous sommes passés tous ensemble. Nous sommes passés tous ensemble. Province Sud, Congrès, mairie, province Nord, province Île. On a affronté des obstacles colossaux, politiques, institutionnels, économiques, sociaux. La situation aujourd'hui est-elle parfaite? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut résoudre tous les problèmes en 5 ans en 10 ans? Bien sûr que non. Est-ce que ces problèmes se créent et changent au fur et à mesure de l'évolution du territoire? Bien sûr que oui. Et notre responsabilité, c'est de faire évoluer nos politiques publiques à l'échelle du territoire. Bien sûr, c'est complexe, parce qu'il y a des politiques provinciales, elles sont compétentes, des politiques territoriales. Mais il ne faut surtout pas rester dans nos précarés, avec des idées fermées, collectivement ou individuellement, parce que c'est la meilleure chance ou le plus grand risque que nous ne progressions pas. Les Calédoniens attendent de nous qu'on trouve des solutions aux problèmes d'aujourd'hui, comme nous avons, je pense, pu trouver certaines réponses à leurs problèmes d'hier. C'est ça qu'on a réussi à faire ensemble pendant 5 ans. On ne peut pas dire que c'est noir, terrible et catastrophique. Qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux problèmes, bien sûr. Et puis, il y en aura toujours. Et puis, dans 5 ans, il y en aura d'autres. Hein. Ça ne fait pas une surprise. Nous, notre responsabilité, je pense, politiquement et collectivement, c'est de proposer, il me permettra peut-être de rentrer dans les propositions des uns et des autres, des réformes qui vont être à l'écoute, qui sont à l'écoute des gens qui souffrent, parce qu'il y a encore de l'injustice, trop d'injustice en Nouvelle-Calédonie, un pays qui se développe, dont la richesse augmente, je l'ai dit tout à l'heure, on est passé de 900 à 1000 milliards, c'est pas rien, hein, ça fait plus de 10% d'augmentation, mais bien sûr, tout le monde n'en bénéficie pas. Et plus on avance, plus cette croissance et cette création de richesse arrivent, plus à la fois ceux qui en sont exclus en souffrent, et ceux qui en bénéficient trouvent les limites de l'exercice. Je pense au secteur économique qui a besoin d'autres relais, de relais de croissance, des relais de financement. C'est ce qu'on propose aussi dans le cadre du programme. Ben justement, on va venir au programme. On n'a pas le temps. Il faut, le temps passe. Hein, le temps passe. Et j'aimerais bien également, forcément, que vous parliez les uns et les autres des différentes propositions que vous faites pour la nouvelle mandature, pour les 5 ans qui viennent. Les thèmes essentiels, qu'est-ce qui vous paraît être en mesure d'apporter une vraie réponse aux différents problèmes qu'on vient de soulever là, pendant la demi-heure écoulée? Qu'est-ce qui vous semble urgent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Qu'est-ce que vous proposez aux Calédoniens? Gilles Brial. Les Calédoniens, ils attendent de nous
qu'on ne fasse pas l'autruche et qu'on soit capable de regarder qu'il y a des problèmes et d'en discuter, dialoguer, c'est être capable de dire qu'on n'est pas d'accord et de trouver des solutions. Mais c'est être d'abord capable de dire qu'on n'est pas d'accord. Ce qui nous semble essentiel aujourd'hui, une des priorités, c'est la relance économique. Et on peut le faire. Je vous dis, 1500 emplois qui ont été détruits ces 3 dernières années. Il faut aujourd'hui d'abord sauver les emplois qui sont en difficulté. C'est le cas de la SLN. Et moi, je suis content aujourd'hui que tout le monde partage la position de permettre à la SLN, qui perd avec son usine de Doniambo 1 milliard par mois, d'équilibrer ses comptes avec des exportations. Mais c'est également créer un choc de confiance. Ce qui manque en Nouvelle-Calédonie, aux Calédoniens, c'est la confiance. Ils ont perdu confiance en leur avenir. Ils ont perdu confiance en leur territoire. Il faut permettre aux investisseurs de pouvoir remettre du cash dans l'économie pour pouvoir créer de l'investissement. Et c'est l'investissement qui crée des emplois. Et c'est cette création d'emplois, M. Sacco, qui nous permettra de faire rentrer nos jeunes Calédoniens qui sont en formation, parce qu'on a absolument besoin d'eux dans nos administrations et dans nos entreprises. Le choc de confiance est essentiel. C'est de mettre en place ce qu'on appelle une loi de programmation, c'est-à-dire un cadre fiscal. C'est de dire aux Calédoniens et aux entrepreneurs calédoniens, voilà ce qui va se passer au niveau fiscal, c'est-à-dire une stabilité fiscale sur l'impôt sur les sociétés, sur l'IRPP, la TGC, dans les 5 ans qui viennent. Et c'est ça qui relance l'économie. C'est ce qu'ils ont fait à Tahiti. Vous savez, à Tahiti, il y a 10 ans de ça, toutes les entreprises tahitiennes venaient investir en Nouvelle-Calédonie parce qu'il y avait une crise économique en Polynésie. Fritsch est passé par là, il a remis la confiance, il a remis de la confiance par une stabilité institutionnelle et il a voté une loi de programmation fiscale, donc donnant de la lisibilité aux investisseurs polynésiens. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est les entreprises calédoniennes qui vont investir à Tahiti. La relance économique en Polynésie, ils ont même fait le ministère de la relance économique, c'est pour vous dire la volonté politique. La relance économique est possible en Nouvelle-Calédonie parce qu'on a la chance d'être un petit territoire qui peut décliner vite, mais qui peut également remonter rapidement. Et la décision politique, je sais que les Calédoniens aujourd'hui se posent la question sur la capacité des politiques de le faire, mais la décision politique, quand elle est bonne, elle a une vraie impulsion sur la relance économique. Et c'est vraiment ramener la confiance auprès des investisseurs calédoniens qui nous permettra de redévelopper notre investissement et nos emplois. Voilà, créer un choc de confiance dans le domaine économique, c'est la proposition essentielle que fait l'Avenir en Confiance. Calédonie Ensemble, c'est quoi? Vous avez, comme tout le monde, publié un gros programme très détaillé. Quelles sont les mesures essentielles? Qu'est-ce que vous proposez essentiellement? Il fallait résumer les choses aux Calédoniens. Écoutez, c'est à la fois simple et compliqué. Moi, j'entends la nécessité de créer un choc de confiance. J'y reviendrai tout à l'heure. J'ai pas compris. En tout cas, je ne crois pas que la solution proposée par l'Avenir en Confiance de provoquer le 2e et le 3e référendum soit susceptible de créer un choc de confiance. Ça va créer un choc de défiance, ça c'est sûr, parce que ça va empêcher les entreprises d'avoir de la visibilité, ça va créer de l'attentisme économique et ça va entraîner des arbitrages chez les particuliers qui vont dans la 3e partie épargner et qui ne vont pas investir. Donc, le choc de confiance, c'est comment trouver des outils nouveaux, supplémentaires, par rapport à ceux qui existent, pour permettre aux entreprises de continuer de se développer. Ce que je voudrais dire, et rappeler aussi à M. Briel, qui a répété déjà 3 fois qu'il y avait eu effectivement 1300 emplois détruits dans le secteur privé. Il y a 3000 emplois au global de plus dans la mandature. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Je ne l'ai pas entendu le dire. Ça veut dire qu'on a aussi globalement progressé, que les banques de la place continuent de prêter. Elles ont atteint le plus fort taux de prêt aux particuliers et aux entreprises. Mais elles ont aussi atteint leurs limites. Donc la proposition, c'est de créer une capacité ici à maintenir l'épargne qui s'y crée, ou la richesse qui s'y crée chaque année, avec un fonds d'épargne et d'investissement qui bénéficiera aux entreprises, avec la possibilité peut-être aussi, on le souhaite, de placer les fonds propres disponibles dans les établissements publics. Il y a 50 milliards au bénéfice des entreprises calédoniennes. La Banque publique d'investissement qui va enfin, et ça n'a pas été simple, venir s'installer en Calédonie pour proposer des outils nouveaux, notamment de prêts de trésorerie aux entreprises, des crédits d'impôt à l'innovation, le soutien à ceux qui veulent financer la création de jeunes entreprises, de start-up, les business angels, etc. Ces mesures, elles sont dans le programme. Mais il faut aussi penser au pouvoir d'achat. Parce qu'il faut se souvenir que 70% du moteur de la croissance calédonienne vient du pouvoir d'achat des Calédoniens. Et pour ça, puisque vous m'interrogez, on a une proposition, je l'ai déjà dit, mais évidemment je ne peux pas ne pas la citer, de revaloriser le pouvoir d'achat des salariés qui sont compris aujourd'hui rémunérés entre 1 et 1,5 SMG, c'est-à-dire entre 155 000 et 230 000 francs bruts, avec une capacité en supprimant soit à 100%, soit en descente jusqu'à 0, les cotisations salariales, qui donnera environ 10 à 5%, 15 000 francs de plus net par mois à toutes les personnes qui sont au SMG. J'indique à vos auditeurs qu'aujourd'hui, quasiment la moitié des salariés sont compris dans cette tranche. Donc en faisant cet effort, c'est à la moitié des salariés qu'on donne une respiration, un pouvoir d'achat supplémentaire et évidemment de consommation supplémentaire au bénéfice des entreprises. Même chose pour l'intéressement.
Il faut aussi que les entreprises qui ont cette capacité aujourd'hui, parce qu'elles sont les plus grosses, les plus structurées, parce qu'elles ont plus de 50 salariés, c'est le critère, puissent négocier et passer des accords d'intéressement. Ce sont 17 000 salariés qui pourraient à ce moment-là non seulement bénéficier d'une augmentation de salaire en fin d'année au travers de cette prime, mais surtout d'être un peu plus impliqués, intéressés, investis dans l'entreprise, et pour le coup, ce qui permettrait également de lutter contre l'absentéisme injustifié ou médical abusif, ou l'annualisation du temps de travail, qui est une autre mesure qu'on propose aux entreprises afin qu'elles gagnent de la souplesse dans l'organisation de ce temps. Ça, ce sont des mesures qui sont directement en lien avec la situation économique, le soutien aux entreprises et le développement du pouvoir d'achat. Mais évidemment, on a d'autres mesures dans le programme. On ne pourra pas tout dire ce midi, malheureusement. Non, mais je peux peut-être en citer deux quand même, parce que le Fonds pour les générations futures, c'était quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur depuis longtemps. Nous ne sommes pas parvenus à trouver une majorité. Et on pense qu'il faut maintenant que le nickel qui est extrait, et pas que le nickel d'ailleurs, les autres matières premières, comme le cobalt ou des terres rares, puissent être payées, achetées, en fonction du cours du nickel bien sûr, par ceux qui les exploitent, au bénéfice des Calédoniens. Au bénéfice des Calédoniens dans un fonds intergénérationnel, mais dédié aussi au développement de l'économie. Il faut également qu'on pense à ceux qui ont moins. C'est notre proposition de créer une allocation petite enfance pour les parents d'enfants de 0 à 3 ans, ou de majorer les allocations pour les familles monoparentales. Elles sont 8 000 en Calédonie. C'est une manière aussi de lutter contre l'injustice sociale, dont le dernier pan, et je m'arrête là, Madame Noir, en tout cas pour cette première partie, c'est de enfin mettre en place ce deuxième niveau de couverture santé obligatoire dont ne bénéficient pas aujourd'hui 60 000 Calédoniens. 60 000 Calédoniens, c'est énorme, qui du coup ne se soignent pas, et donc dont la santé évidemment se dégrade, ce qui est à la fois un désastre pour elles et eux, et surtout une mauvaise nouvelle financière pour les comptes sociaux. Donc il y a plusieurs mesures concrètes et d'autres encore qui viendront pour aider directement au développement de l'économie, au soutien du pouvoir d'achat et à la lutte contre les injustices sociales. Oui. Ça nous arrive d'être d'accord. Hein. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut relancer la consommation et donner du pouvoir d'achat. Mais vous n'avez pas les mêmes recettes. Mais on n'a pas la même façon de planifier les recettes. Nous avons proposé d'affecter les surplus de TGC, de faire un contrat social entre les entreprises et nos administrations, et l'entreprise s'engage à baisser les charges. Enfin, on lui baisse les charges patronales en engagement soit d'un recrutement, soit d'une augmentation de 15 000 francs des salaires. Moi, je suis favorable à ça. Sauf que quand on dit on va financer, quand Philippe Dunoyer dit il va financer ces 15 000 francs, donc ces baisses de charges, donc les augmentations de 15 000 francs du SMG, aujourd'hui, ça ne peut pas être les entreprises qui le payent, parce qu'elles n'ont pas les capacités de le faire, et ça, je pense qu'ils le partagent. C'est pas elles ? Oui, mais c'est pour ça que je dis ça, ils le partagent. Je n'ai pas dit que vous l'avez dit. Par contre, dire que vous allez faire des économies sur l'absentéisme, qui vont pouvoir financer ça, mais si c'était possible, les économies sur l'absentéisme, on l'aurait déjà fait. C'est mal connaître l'entreprise. Moi, j'ai une petite entreprise avec un certain nombre de collaborateurs. Quand ils sont absents. Vous pouvez dire vous allez lutter contre l'absentéisme, mais ça marche pas comme ça. Et c'est une mesure qui est très longue à mettre en place. C'est-à-dire qu'ils sont pas prêts de l'avoir, l'augmentation de 15 000 francs les salaires, avant que ça... réduire les charges patronales et avoir une création d'emplois, ils ne sont pas près de les voir non plus. Augmenter les salaires de 15 000 francs. Elisabeth Noir, je peux parler. C'est 2 milliards par an. Donc les 2 milliards en compétitivité, il faudra expliquer ça fait M. Sarkozy, parce que c'est M. Sarkozy et le président du MEDEF qui ont lancé ces pistes-là pour améliorer. Si vous comparez à M. Sarkozy, je trouve que vous avez des bonnes... Pas à moi, vous. Il faut que vous le disiez à M. Sarkozy et au patron du MEDEF. Cette proposition, vous l'avez déjà faite en 2014, vous ne l'avez pas appliquée. C'est qu'elle est inapplicable. Bien sûr que si, c'est la compétitivité sociale. Je dis à M. Sarko, pardonnez-moi, mais je finis comme il a fini tout à l'heure. C'était dans l'agenda fiscal, social, économique partagé. Et on aurait pu l'avez. Voilà, et le FLNKS, qu'est-ce qu'il propose aux Calédoniens de la province sud dans votre programme? Dans notre programme, c'est-à-dire il faut continuer à se battre pour apporter les réformes, pour corriger cette société inégalitaire. Nous sommes bien dans une société inégalitaire. Le modèle dans lequel Mais quelles mesures vous proposez? Alors, nous proposons à ce que nous puissions réformer tant au niveau de l'économie. Regardez, j'ai entendu dernièrement sur l'agriculture, notre autonomie alimentaire représente 20%. C'est-à-dire qu'on importe 80% de notre alimentation de l'extérieur. Eh bien voilà, un secteur auquel il faut s'attaquer, mais nous n'arrêtons pas de le dire. Il en est de même pour l'élevage. Regardez, nous sommes allés visiter une usine de conserverie. Eh bien, la moitié,
de la matière première est importée parce que nous sommes incapables, avec toutes les terres en friche, là, d'élever 3 ou 4 veaux, quoi. Non, voilà 2 secteurs qui sont porteurs de développement pour assurer notre autonomie alimentaire. Au niveau de l'éducation, eh bien, là aussi, il faut apporter des changements. Car savez-vous que les jeunes qui ont une qualification, un diplôme, cela va lui permettre de gravir l'échelle sociale, d'avoir un salaire, un logement et de vivre décemment. Ça, c'est une grande réforme que nous devons mettre en place demain lorsqu'on aura le pouvoir. Est-ce qu'on aura le pouvoir? Les Calédoniens ont compris. Ils sont fatigués de vous. Ça fait 30 ans que vous dirigez ce pays. Vous, la droite locale. Et regardez ce que vous faites. On est en train de barricader tous les commerces, et même chez les particuliers. Nous mettons des blocs de ciment partout. C'est ça les résultats de votre politique. Parce qu'il y a un mal-être au niveau de la jeunesse. Eh bien, nous, FLNKS, nous allons mettre le paquet pour que l'homme soit au centre de nos préoccupations et de nos décisions. Je vais terminer par rapport à l'histoire de circulation entre les pays. La clé de répartition ne sera pas touchée. Parce que Nouméa, ça fait 160 ans qu'on s'occupe et qu'on développe Nouméa. Les 2 autres provinces, ça fait à peine 30 ans. Bien. Il a fallu d'abord aménager, l'équiper, mettre les infrastructures en place. Et enfin, maintenant, ils sont en train d'émerger. Mais regardez notre savoir-faire. Eh bien, notre savoir-faire, par exemple, pour les Nord, regardez ce qu'ils ont fait. D'une mine, ils sont arrivés aujourd'hui à 3 mines, à 3 usines. Une usine dans le pays et 2 offshore. En 30 ans. Voilà ce que nous allons faire. Parce que votre question, madame, qu'est-ce que nous, les FLNKS, on propose? Le modèle dans lequel nous vivons est à bout de souffle. Et on connaît ses limites. Et maintenant, il faut changer. Et les changements, les Calédoniens l'ont compris, c'est bien nous. Mais regardez, je vais vous dire. D'accord, non mais attendez, c'est encore une fois, ne dépassez pas trop votre temps de parole, parce qu'après on ne va pas s'en sortir. Je donne un élément pour venir consolider ce que je suis en train de dire. Le FLNKS, en 30 ans, a progressé et sur une ligne, sur une courbe ascendante. De 17 élus en 89, nous sommes passés à 25 aujourd'hui. Et demain, nous allons prendre le commande du pays, justement pour enraciner le pays dans sa souveraineté en apportant des réformes. Ainsi, nous pourrons changer ce pays et la manière de vivre et apporter de l'espoir à ceux qui sont là et qui disent toutes ces politiques, ils en ont marre. D'accord, on a bien compris, Aloysius Sacco. Laissez parler les autres, s'il vous plaît. Parce que des listes là démontrent bien que on a bien compris votre message. Vous avez fait votre échec pendant tout ce temps. D'accord. Vous n'avez pas pris en compte. Vous n'êtes pas en meeting là. Vous n'êtes pas en meeting, vous êtes en débat. Donc laissez les autres parler. La prolification des listes, elle est autant à cause des loyalistes que les indépendantistes. Je vous signale qu'il y a 3 listes indépendantistes dans le Sud. Il y en avait qu'une en 2014. Donc je pense que, avant de dire que c'est de notre faute, il y a également, vous participez largement à cette division. Je vous le redis, moi je considère qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer les conditions de vie de tous les Calédoniens. C'est ça qui nous diffère aujourd'hui. C'est que moi je veux qu'on améliore les conditions de vie de tous les Calédoniens et qu'on revienne à un système où on place le Calédonien, quelle que soit sa couleur de peau, au centre du dispositif. Tout à fait d'accord avec vous. C'est ça qu'on doit changer. Oui, mais quand on fait des propositions allant dans ce sens-là, vous avez refusé de les voter ces dernières années. Nous sommes un peuple Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Oui, mais pas moi. Alors, voyez, on parle de la même chose. Hein. Non, moi non. Je ne parle pas d'un peuple Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Je parle des Calédoniens en sens large, et je vous le redis, je reste convaincu, et ça c'est au plus profond de moi, que c'est au sein de la République française que l'ensemble des Calédoniens, mais tous les Calédoniens, je ne parle pas que des Européens, je parle également des Kanaks, des Wallisiens, des Asiatiques, c'est bien au sein de la France qu'ils pourront s'épanouir le plus, et c'est grâce à la France qu'on pourra continuer à développer et à améliorer les conditions de vie de l'ensemble des Calédoniens. Et c'est ce qu'on retrouve. Il y a 6 milliards dans le monde, ils ne sont pas français alors. Vous croyez qu'ils vivent dans la déprime? Les 6 milliards dans le monde n'ont pas les conditions de vie. Les 6 milliards dans le monde n'ont pas les conditions de vie des Calédoniens. Parce que vous parlez du Parce que ici c'est le paradis. J'ai pas dit que c'était le paradis, mais c'est loin d'être le pays le plus, c'est loin d'être le pays le plus pauvre
du monde. Regardez les conditions de l'ensemble de Le la population. modèle référent dans le monde, c'est pas la France. Comment nos populations sont soignées, comment nos populations sont éduquées, comment nos populations sont prises en charge, comment nos populations sont logées. Et si tout n'est pas parfait, catastrophique. Ça, oui, bien. mais il est lié à 30 ans d'accord. Madame Noire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je ne peux pas les laisser passer comme ça. Monsieur Sacco, tiens, lui aussi, il est en campagne. Un bilan très très caricatural et cataclysmique où, si je comprends bien, 30 ans de politique se résume à des blocs de béton devant des commerces. Mais il faut aussi, Monsieur Sacco, il faut qu'on se le dise en respect les uns envers les autres, ne pas se dédouaner les uns et les autres de notre responsabilité collective par rapport à l'évolution de la délinquance et notamment de la délinquance des mineurs. On ne peut pas faire ça, parce que là, c'est sûr, on ne trouvera aucune solution. Nous, on propose qu'il y ait des solutions qui permettent non seulement de responsabiliser les parents, parce que je crois que de ce côté-là, il y a aussi du travail à faire, et d'associer le milieu coutumier. C'était le sens de notre proposition acceptée à l'Assemblée nationale de créer des TIG, des travaux d'intérêt général, en milieu coutumier, et de responsabiliser les parents en créant une peine citoyenne de réparation qui va faire en sorte que ces parents qui jouent pas leur rôle de parents, qui sont en carence éducative, soient aussi sanctionnés de cette carence quand elle est excessive, bien sûr. Mais la jeunesse, puisque M. Sacco dit la jeunesse, elle est au cœur, j'ai pas trop bien compris comment il allait placer la jeunesse au cœur de son projet. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que la jeunesse, effectivement, c'est surtout une jeunesse qui réussit, qui veut, qui entreprend, qui étudie, bref, qu'il faut soutenir. Et là, on a une proposition, puisqu'on est dans cette partie-là du débat, concrète, c'est de proposer une garantie de premier emploi à tous nos jeunes, qu'ils soient ici ou à l'extérieur, qui reviennent ou qui sortent de l'université diplômés de l'enseignement supérieur. Bien sûr, il n'y a pas que cela. Mais pour cela, la proposition est celle-ci parce que on a aussi constaté, comme chacun d'entre nous, certainement, beaucoup trop d'exemples, de mauvais exemples de jeunes qui font ces efforts, qui font des études, qui reviennent avec des compétences et qui ne trouvent pas ces emplois. Donc ce premier pied à l'étrier, cette expérience professionnelle garantie, qui serait soit au sein d'entreprises qui l'accepteraient, soit au sein du secteur public, c'est, je pense aussi, une bonne manière de permettre à nos jeunes de trouver une place, une expérience professionnelle, et de leur dire ce travail, il n'a pas été pour rien. Je veux dire aussi que l'agriculture, dont a parlé M. Sacco tout à l'heure, elle est passée quand même d'un point à un autre ces 5 dernières années. Il y a quand même une politique agricole, provinciale, que je crois tout le monde a salué, en tout cas dans le monde rural. Il y a eu 3 milliards d'investissements qui ont été faits au bénéfice, bien sûr, du secteur agricole en 2 ans à l'intérieur de la province sud. On a pris et mis en place ensemble, au Congrès, une loi pour permettre des baux ruraux, l'attribution de terres à des gens qui souhaitent travailler la terre mais qui n'ont pas les moyens de l'acheter. Aujourd'hui, il y a 7000 hectares. Déjà 7000 hectares qui ont bénéficié de cette mesure et qui bénéficient surtout à des hommes et des femmes qui vont nous permettre d'atteindre plus cette autonomie alimentaire dont parlait M. Sacco. Il a raison. Aujourd'hui, c'est pas normal que notre terre ne soit pas en capacité de nourrir, ou en tout cas de répondre à plus de 20%, c'est même quasiment, c'est 18 ou 19, en tout cas peu importe, 20% de nos besoins. Là-dessus, je suis d'accord, il faut ne pas considérer que rien n'est fait, même si on est en campagne, considérer que l'effort doit être poursuivi dans ce secteur-là, parce que c'est un secteur nécessaire au développement économique de la Nouvelle-Calédonie, aux perspectives d'emploi pour les jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui peuvent se lancer, à condition bien sûr qu'ils soient rémunérés et que ce secteur soit plus rémunérateur qu'il ne l'est aujourd'hui. Là aussi, on fait des propositions pour raccourcir les circuits et faire en sorte que les jeunes agriculteurs ou agricultrices soient demain mieux rémunérés pour le travail qu'ils font, parce que c'est quand même eux qui assument la part la plus difficile du travail de la terre. Voilà, sur les majorités qui se dégagent ou pas, sur 30 ans, tout est acheté, les uns et les autres. Moi, je redis encore que nous ne sommes pas dans un propos binaire, on a des propositions concrètes, secteur par secteur. Elles peuvent être contestées, naturellement, mais elles sont concrètes, elles sont financées, ce qui n'est pas le cas de toutes les propositions que j'ai pu lire. Elles pourront être mises en place soit dans les provinces, soit dans le Congrès. Au-delà d'ailleurs de nos clivages sur l'avenir institutionnel, parce que ceux-là, ils vont rester. Et je crois que ça permettra peut-être de rentrer sur le troisième sujet de l'avenir institutionnel. Voilà, absolument, parce que ça fait bientôt 1 heure que vous êtes ensemble, tout de même, tous les trois. J'aimerais bien qu'on aborde aussi ce sujet de l'avenir institutionnel. Il y a des approches évidemment différentes entre vos 3 listes. Comment est-ce que vous voyez, c'est la dernière mandature de l'accord de Nouméa qui va être ouverte par ces élections provinciales. Comment vous voyez la suite? Qu'est-ce que vous proposez ensuite? Aloysius Sacco, pour le FLNKS, pas de surprise, vous préparez le 2e et le 3e référendum? C'est ça. Tout ce qui a été prévu par l'accord... Ah, vous avez été bref, c'est bien. Voilà. Rien que l'accord, tout de l'accord. Il n'y a rien à modifier, il faut aller jusqu'au terme de cet accord. Il n'y a pas, entre-temps, mettre une parenthèse, non. Rien que l'accord. Donc, les 2 prochains référendums, si en 2020,
nous ne passons pas, mais nous considérons nous, que 2020, c'est le terme de l'accord, puisque nous gagnerons. Il ne reste plus le 4 novembre, il nous manquait 9000 voix pour atteindre les 50%, et nous considérons combler ce retard en 2020. Et ainsi, nous mettrons un terme à cet accord de Nouméa. Et on passe à la période de transition de la mise en place du nouvel État Kanaki-Nouvelle-Calédonie. Gilles Brial, vous, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que vous voulez bien des deuxièmes et troisièmes, mais le plus vite possible. Hein. Oui, mais Aloysius Sacco a résumé la position des indépendantistes. Ils ont réussi à transformer une défaite électorale du 4 novembre en victoire psychologique. Ils veulent aller au deuxième et troisième référendum. C'est l'application de l'accord de Nouméa, on ne peut pas leur en vouloir. Sauf que la période référendaire, c'est une période d'incertitude. La prolonger n'a aucun intérêt. Au contraire, c'est mauvais pour l'économie calédonienne, c'est mauvais pour les Calédoniens au sens large. Donc il faut autant la raccourcir. Mais rapprocher les référendums pour que les populations s'expriment. On a montré en novembre l'année dernière qu'on était capable, que les Calédoniens avaient la capacité d'aller à un référendum, de voter et que le résultat soit reconnu des loyalistes, des indépendantistes, de l'État et qu'il n'y a pas eu de heurts en Nouvelle-Calédonie pour autant, quand chacun a fait sa campagne électorale en respectant l'autre et qu'on est capable d'en faire 2 supplémentaires et en discutant en parallèle. Là, on est dans la théâtralisation d'un débat, mais dans la réalité, on a heureusement des discussions régulières pour préparer la sortie de l'accord de Nouméa. Et ce que je partage par contre avec M. Sacco, c'est qu'il faut sortir de l'accord de Nouméa. Aujourd'hui, il faut tourner la page de l'accord de Nouméa et enfin écrire une nouvelle page en, je le redis, mettant l'ensemble des Calédoniens au centre du dispositif. Et cette page, je souhaite qu'elle respecte l'avis des Calédoniens qui se sont exprimés le 4 novembre l'année dernière, qu'il soit une Nouvelle-Calédonie dans la France, pas avec, à côté, où on soutient la France, non, qu'il soit clairement dans la France. Et aujourd'hui, on voit bien que les indépendantistes ne veulent pas éviter le deuxième référendum. Et ceux qui disent qu'ils peuvent aujourd'hui éviter le deuxième référendum, soit ils mentent aux Calédoniens, soit ils ne disent pas quelle est la concession qu'ils sont prêts à faire aux indépendantistes pour éviter ce référendum. Parce que là, j'ai pas l'impression que M. Sacco, il soit ouvert sur grand-chose pour éviter le deuxième référendum. Philippe Dunoyer, vous voulez carrément éviter les 2 prochains référendums. Première chose, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est pour information à mon collègue Gilles Brial, dans la Charte des valeurs, il y a marqué égalité des droits des Calédoniens, quelles que soient leurs origines. Voilà, donc je l'encourage à lire cette charte des valeurs. Les Calédoniens, quelles que soient leurs origines, dans cette charte, sont placés au centre du dispositif. On pourra en parler de la charte si vous voulez. Donc, c'est marqué. Et ça a été signé, alors pas par vous, c'est normal que vous ne la connaissiez pas peut-être, mais en tout cas, M. Sacco s'en souviendra. Ensuite, sur l'avenir institutionnel... Oui, nous, on a signé, je m'en souviens très bien. Mais vous l'avez refusé, vous. Voilà, oui, bien sûr. Alors attendez, parce que je ne voulais pas ouvrir un débat entre ces deux messieurs, je voudrais continuer. Donc l'avenir institutionnel, pour nous, il est précisément en tout cas le contraire, on propose le contraire, et M. Brial et M. Sacco sont d'accord là-dessus, donc c'est aussi à noter, qu'une organisation d'un deuxième ou d'un troisième référendum. Certes, bien sûr, ils sont prévus par l'accord de Nouméa. Certes, on ne peut pas s'opposer tout seul, sauf si nous avions une majorité à l'issue des élections provinciales, ce que je peux souhaiter dans un rêve un peu excessif. Personne ne peut s'opposer dès lors que plus de 18 élus du Congrès le demandent. Et les indépendantistes sont aujourd'hui plus de 18. D'ailleurs, ils seront rejoints par l'Avenir en confiance, qui va aussi se précipiter pour demander ce référendum, en faisant croire, et c'est là où le mensonge est terrible, que ce deuxième référendum va s'organiser très rapidement. Mais ça, c'est impossible. Ou alors, c'est renier le droit d'être électeur à certains jeunes qui vont atteindre la majorité avant la fin de l'année 2019. Pour qu'ils puissent s'inscrire, il faut attendre le 31 décembre 2019. Il faut ensuite que des commissions administratives électorales se réunissent, ça dure au moins 3 mois. Ensuite, on a des élections municipales. Ensuite, l'État doit organiser une paille, un référendum, faire venir des experts de l'ONU, 250 représentants de l'État. Tout ça n'amènera à rien gagner en temps. Ce sera en 2020, comme c'était le cas en 2018, en fin d'année. Et ce sera la même chose pour le troisième référendum. Conséquence, on aura, je ne suis pas d'accord avec M. Sacco bien sûr, le même résultat, garanti, peut-être même un peu plus pour la sensibilité d'un indépendantiste où l'abstention a été plus forte, mais surtout, ce qu'on aura, c'est pendant 2 ou 4 ans, un attentisme économique, je le redis tout à l'heure. Et ce choc de confiance provoqué par 2 référendums, ça va être un choc de défiance, et c'est sûr et certain. C'est déjà le cas aujourd'hui, avant le premier référendum, et même depuis ce premier référendum, où il y a un peu de schizophrénie en Calédonie, où ceux qui ont gagné ont l'impression d'avoir perdu, et ceux qui l'ont perdu ont l'impression d'avoir gagné. On a déjà constaté des gens qui sont sur un réflexe d'attente. Si on ouvre un corridor, un couloir de 4 années, pendant lesquelles, certes, bien sûr, on va faire campagne, certes, bien sûr, on va faire oui, non, non, oui, c'est-à-dire on va s'opposer et on va opposer les Calédoniens, nous, notre proposition, c'est pas 2 référendums d'avenir opposés.
On a déjà vu, c'est pesé, et M. Sacco, la majorité des électeurs sont non indépendantistes aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Ce qu'il faut, c'est construire ensemble un référendum différent sur un avenir qui sera un avenir partagé. Ça passe par le dialogue. Et ce dialogue, il est constant, il n'est pas juste conjoncturel. C'est pour ça que l'exemple de l'année dernière, dans la Charte des valeurs, il y a ceux qui sont restés à la table du dialogue jusqu'au bout, puis il y a ceux qui sont venus, puis qui sont partis. Moi, c'est un enseignement. Et je le dis, on est toujours les partisans, c'est pour ça qu'on a choisi cette affiche aussi dans le cadre de cette campagne, jusqu'au fond, jusqu'au bout, du dialogue permanent, indépendantiste, non indépendantiste, c'est notre responsabilité. Attention à ne pas nous engager dans une voie sans issue, que ces deuxième et troisième référendums qui ne changeront rien en termes de résultats auront comme conséquence au plan économique et social, Monsieur Sacco, et social. Parce que s'il y a ralentissement économique, la situation sociale ne va pas s'améliorer. Donc le message de Calédonie Ensemble dans cette élection, si vous pensez que ces deux référendums sont utiles, que ça va provoquer un choc économique et que tout le monde va être ravi et rassuré de rentrer pendant 4 ans dans 2 référendums qui vont produire le même résultat, à ce moment-là, c'est pas vers nous qu'il faut voter. Si par contre vous pensez qu'il faut ouvrir des discussions à M. Sacco pour éviter le deuxième référendum. Moins que vous, M. Briel, quand vous avez levé le drapeau du FLNKS. Vous êtes dans des slogans. Vous affirmez, démontrez que dire qu'on renonce au deuxième et au troisième référendum, qu'on souhaite les refuser, mais on ne concède rien. On ne concède rien du tout. On veut discuter. Vous savez, le dialogue, si vous aviez participé à la table sur la Charte des valeurs, le dialogue, c'est pas concéder. Le dialogue, c'est partager. Non. La Charte des valeurs, j'affirme, Madame Noir, que M. Brial ne m'écoute pas, et je le dis à vos auditeurs, que nous sommes non indépendantistes. Nous n'irons ni vers l'indépendance, ni vers l'indépendance association, mais je pense que nous pouvons trouver, à l'instar de nos aînés, en 88 et en 98, un système, un nouvel accord, une nouvelle organisation institutionnelle entre indépendantistes et non indépendantistes. Madame, Monsieur Sacco. le FLNKS porte un projet démocratique. Donc nous sommes, pour la démocratie. Les Calédoniens se sont exprimés à plus de 70%, 112%, pour cet accord de Nouméa, qui fixe donc soit une période de 15 ans ou de 20 ans. Donc, nous, on respecte cette volonté démocratique des Calédoniens. Il n'est pas question pour nous de venir violer les règles. Vous connaissez les conséquences. Donc, on n'évite pas les 2 référendums. Non. Il faut juste un rappel historique. Mais madame, pourquoi 1, 2, 3 référendums? Parce que tant qu'on n'a pas dit oui, il faut aller ça. Parce que nous sommes bien dans un processus d'émancipation, de décolonisation. Et si on dit toujours non au 3e? Pour conduire la Nouvelle-Calédonie vers la pleine souveraineté. C'est à cela. Alors, vous allez me dire, nous, la majorité des Calédoniens, oui, on nous a taxés avant le référendum du 4 novembre à 30%, madame. Eh bien, nous avons progressé en 1 mois et demi, de 13%. La droite locale... C'était des sondages, pas des votes. Non, mais attendez, ceux qui sont... étaient taxés à 70. Eux ont perdu. Puisque des 70, ils sont descendus à 56%. Nous sommes, sur une courbe ascendante. Et il n'est pas question pour nous, avant la fermeture de cette parenthèse du colonialisme, de traficoter ou d'arriver à des arrangements. Nous allons au terme... pas la voie démocratique. On vous a entendu. C'est les Calédoniens qui choisiront. Une dernière chose, je voudrais dire quand même à M. Sacco qui s'en souviendra qu'en 1988, les accords Matignon-Oudinot, qu'il fallait respecter, prévoyaient un référendum en 1998. Oui. Y a-t-il eu un référendum? Non. Pourquoi? Parce que les élus d'alors, indépendantistes et non indépendantistes, ont considéré qu'il ne fallait pas s'en tenir à la lettre des accords Matignon-Oudinot et passer à un autre accord. On est d'accord avec ça? Oui. Donc, même si c'est écrit, même quand c'est écrit, et c'était légitime au moment où c'était écrit, 20 ans après, en l'occurrence dans notre situation, nous prétendons qu'il est tout à fait possible, sans détériorer la légitimité d'une revendication ou d'une autre, sans mettre de côté le droit à l'autodétermination qui est consacré, de trouver un autre équilibre. Parce qu'aujourd'hui, je comprends que vous vouliez dire à vos électeurs que ça y est, vous êtes sur le point de remporter le deuxième référendum, je comprends, mais c'est pas la réalité. Vous le savez bien, les 18 000 d'écart que vous pouvez ramener à 9 000, ils sont stables. Non, c'est parce que vous pensez que vous allez convaincre 9000 non-indépendantistes. Et bien sûr, évidemment, vous ne pouvez pas dire autre chose. C'est mathématique pour vous. Mais c'est pas ça. Il y a 18 000 écarts. Il n'y a jamais eu autant d'écarts. La campagne a été très bonne de part et d'autre. Probablement un peu meilleure de votre côté. Je suis d'accord avec M. Il nous faut 9000 pour arriver à 50%. Mais aujourd'hui, les Calédoniens sont majoritairement non-indépendantistes. Et vous allez le voir dimanche. Vous allez le revoir dimanche. En nombre, les Calédoniens sont majoritairement non-indépendantistes. C'est un fait dont on ne peut pas ne pas tenir compte. Ensemble.
Gilles Boyal, et malheureusement, il va bientôt falloir mettre un terme à ce débat. Non, alors, non, mais... Attends, non, c'est à Gilles Boyal de répondre. Non, mais attendez. Monsieur Sacco, c'est à Gilles Boyal de répondre. Monsieur Sacco, chacun son tour prend la parole. Monsieur Sacco a été clair, il y aura un deuxième référendum. Donc autant l'avancer pour limiter la période d'incertitude. On peut pas le faire. Ce que je dis, mais ça c'est vous qui le dites, c'est pas l'État. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que quand on parle d'une solution consensuelle, parce que finalement c'est ce que propose Calédonie Ensemble et qu'il a combattu pendant ces 15 dernières années, Jacques Lafleur, quand il parle de ça, on est en 1991, c'est-à-dire 7 ans avant le terme. C'est-à-dire qu'il y a eu 7 ans pour, dans les esprits, commencer à travailler sur autre chose. Donc ça veut dire que si on perd autant de temps là, ça veut dire qu'on va avoir ces 7 ans. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps, il faut discuter tout de suite. C'est 7 ans d'incertitude et 7 ans dans lesquels on reste dans le corps électoral gelé. Parce que tant qu'on est dans les dispositions de l'accord de Nouméa, qui sont des dispositions transitoire, on applique le corps électoral gelé. Quand on sort, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est pas une déclaration de Gilles Brial, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, quand on sort de l'accord de Nouméa, le corps électoral gelé tombe, on peut revenir à un corps électoral glissant. Donc quand on prolonge ça, la solution de Calédonie Ensemble, on va en discuter pendant 7-8 ans avec des indépendantistes qui veulent aller au deuxième référendum. Donc eux, ils ont tout intérêt à le prolonger plus longtemps, le plaisir. Ils ont 2 ans, il y a 2 ans pour l'organiser. On peut pas le faire après. Dit au minimum pas avant. Non, c'est faux. Donc, ça c'est faux. Juridiquement c'est faux. S'il n'a pas lieu en 2020, il n'y aura pas de deuxième et troisième référendum. Non seulement c'est l'incertitude prolongée, et c'est des élections provinciales avec encore un corps électoral avec des personnes qui n'auront pas le corridor d'attentisme économique. Nous, on propose d'un dialogue tout de suite instauré avec toutes les formations politiques. On propose surtout de ne pas confondre discussion et concession. Et si on n'a pas voté la charte, si on n'a pas signé la charte des valeurs, c'est parce que dans la première charte des valeurs qui est sortie, la femme, dans certaines ethnies du territoire, n'avait pas la même place. Si on a refusé... On va pas refaire tous les débats, on va pas revenir sur la charte des valeurs et tout. N'a pas été validé. Il va bien falloir mettre un terme à ce débat, on ne vous mettra pas d'accord. On a bien compris, en tout cas, les positions sont très tranchées sur la sortie et sur les solutions institutionnelles. Les 2 référendums conformément à l'accord de Nouméa, les référendums le plus vite possible et éviter les référendums. C'est en gros les conciliation, pas des confrontation. Et des autres. En tout cas, merci d'avoir parlé. Merci. J'aurais voulu avoir d'autres points, notamment savoir comment se passeraient les majorités et la gouvernance après, mais nous avons été trop longs. Il est déjà 13h10, ça fait plus d'1 heure que nous sommes ensemble. Ils ont trop parlé les deux là. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce débat. C'est vous, Aloysius Sacco, qui était censé avoir le moins de temps puisque vous n'avez que 7 sièges à la province sud. Donc vous avez largement parlé dans votre temps. C'est bien. Merci en tout cas à tous les 3 d'avoir participé à ce débat.